2, 1. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au féminisme. Après une première partie diffusée la semaine dernière sur la littérature jeunesse et la manière dont le féminisme irriguait désormais la littérature jeunesse, nous voici dans cette deuxième partie sur le féminisme en non-fiction et en bande dessinée. Pour cet épisode, j'ai autour de moi 3 éditeurs et éditrices. Gabriella Larin, responsable éditoriale de la collection Point Féminisme chez Point. Oui, donc Point Féminisme. Vincent Henry, créateur, fondateur et directeur éditorial de la Boîte à Bulles. Et Jeanne Morossoff, responsable éditoriale du label Nouveau Jour chez Lattès. On le voit depuis MeToo, la production éditoriale se donne beaucoup l'écho du féminisme. Rien qu'entre 2017 et 2020, la production éditoriale en non-fiction seulement a augmenté de 15%. Il y a eu de nouvelles maisons d'édition qui ont été créées, de nouvelles collections. Et puisque je parle de nouvelles collections, je vais donner la parole à Gabriella Larin, qui dirige donc la collection Point Féminisme. Pouvez-vous nous présenter cette collection que vous avez lancée en avril 2021 ? Oui, c'est ça, exactement. Une collection qui va bientôt avoir 2 ans. Et une collection qu'on a voulu engagée, inclusive et accessible. L'ambition autour de cette collection était de rendre les littératures féministes accessibles à travers un prix qui soit financièrement abordable. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé la collection en avril 2021 avec 4 titres, dont un premier titre collectif inédit, Sororité, qui a été vraiment le collectif qui a vraiment marqué et inauguré cette collection, qui a une valeur symbolique particulière. Un collectif de 14 autrices avec Chloé Delhomme en direction de collectif. Et pour nous, il était vraiment important de démarrer cette collection par un geste collectif pour vraiment illustrer le bouillonnement intellectuel, militant qui agite les pensées féministes contemporaines. Et puis je trouve que c'est un collectif qui donne particulièrement bien le ton de la collection. C'est une sorte de boîte à outils dans laquelle on va piocher des concepts, des analyses qui permettent aux lecteurs et lectrices de nourrir leur propre vision du féminisme. Et puis, c'était aussi important de démarrer en parlant de sororité. C'est un concept qui existe depuis longtemps, mais qui a été effacé de l'histoire. Et donc, c'était aussi, en lui donnant cette place dans le collectif, une manière de le repolitiser et d'envisager aussi de nouvelles alliances possibles. Et qui de mieux que Chloé Delhomme pour parler du sujet, elle qui travaille le sujet depuis très longtemps. Et puis, c'était aussi important pour nous d'avoir un objet un peu hybride dans les formes littéraires proposées. Chloé a vraiment insisté pour que ce collectif soit... que chaque autrice puisse s'approprier et s'emparer de l'exercice à sa manière. Et donc, on y retrouve des textes à la fois très littéraires, poétiques, des textes manifestes, introspectifs, écrits à la première personne. Et donc cette pluralité était vraiment importante pour aussi illustrer la pluralité qui allait régner dans la collection. Oui. Et en parallèle de Sororité, vous avez aussi publié donc en avril 2021 Testo Junkie de Paul Preciado. Pouvez-vous nous présenter rapidement cet ouvrage ? Oui, bien sûr. Alors Testo Junkie, c'est toujours très compliqué de le résumer parce que j'ai l'impression qu'en résumant, c'est un peu réduire son propos face à l'ampleur du texte. Mais je dirais qu'il s'agit d'un texte à la frontière entre la chronique autobiographique et l'essai philosophique. Et je pense qu'il s'agit avant tout d'une expérience de lecture qui se vit, qui se ressent. Et donc dans ce texte, Paul de Preciado, qui à l'époque s'appelle Béatrice Preciado, raconte l'administration quotidienne pendant 236 jours de testostérone. Et c'est vraiment le récit de cette transformation corporelle qu'il envisage vraiment comme un acte de résistance face à l'identité sociale, sexuelle qu'on lui a assignée à la naissance et qui n'est, selon lui, pas immuable du tout. Et donc c'était assez... c'était une grande chance, une grande joie et une grande fierté de pouvoir introduire ce texte dans la collection dès le départ. Paul Preciado est l'un des plus grands penseurs contemporains, traduit dans le monde entier. C'est vraiment
une rockstar. Et du coup, c'était vraiment important de pouvoir le publier, surtout pour affirmer un positionnement qui est celui d'une collection inclusive. Je pense que les luttes féministes d'aujourd'hui se nourrissent des transidentités, se nourrissent de voix issues d'horizons multiples. Et il est important de leur donner une résonance et un écho. Et puis par ailleurs, c'était aussi intéressant éditorialement parce que c'est un livre qui a été publié par Grasset, qui a été repris en poche une première fois. Et donc il s'agissait pour nous d'une 3e exploitation. Et c'est typiquement le genre de texte qui montre un peu la magie du poche, qui est finalement un domaine qui permet aussi de redonner un second souffle, une 2e, voire 3e vie à des textes, en travaillant le positionnement éditorial, en l'inscrivant dans une collection en particulier. Et donc j'espère que la collection aura permis à ce texte de rencontrer de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices. Oui, oui. Ouais. Et donc là, du coup, ce sont 2 des 4 livres qui ont inauguré la collection. Et après cela, vous en avez édité évidemment d'autres, dont un. Si on lit le bandeau, il est écrit « Un livre à mettre entre toutes les mains ». C'est celui de Victoire Tuaillon. Est-ce que vous pouvez nous parler des couilles sur la table ? Oui, alors Les couilles sur la table, c'est le prolongement éditorial du podcast créé par Victoire Tuaillon sur Binge Audio. Et j'insiste sur cette idée de prolongement éditorial parce que c'est vraiment un objet à part entière avec des contenus largement augmentés et enrichis. Et donc dans le cadre de son travail, Victoire Tuaillon va vraiment poser un regard féministe sur les hommes, nous montrer combien il n'est absolument pas naturel d'être un homme, qu'il s'agit évidemment d'un construit social, qu'il est important de déconstruire pour envisager des relations plus égalitaires entre les hommes et les femmes. Et donc dans son texte et dans son podcast, de manière générale, elle aborde énormément de sujets. Elle peut parler de tâches ménagères, de langage, de violence, sexualité ou encore de harcèlement. Et l'idée pour elle est vraiment de montrer qu'il n'existe pas une seule manière d'être ou de devenir un homme. Et donc pour nous, c'était aussi important dans la collection d'introduire cet espace éditorial de réflexion autour des masculinités. Pour donner des outils critiques aux lecteurs et aux lectrices et face justement à ce discours un peu récurrent de la prétendue crise de la masculinité qui est finalement un aveu de privilège, de pouvoir et qui est un moyen détourné de signifier le refus des hommes de renoncer à certains privilèges remis en question par les luttes féministes. Donc voilà, donc c'était vraiment pour nous important d'introduire ces questions-là et surtout de montrer à quel point les identités de genre ne sont absolument pas figées et qu'il faut aussi s'opposer à cette vision essentialiste. Voilà. Et après les hommes, on va parler des mères. Ouais. Je ne sais pas quel est le lien, mais bon. Parce que du coup, vous avez aussi publié, donc là, le mois dernier, pardon, je vais perdre ma voix au fur et à mesure, mais tout va bien se passer. La puissance des mères de Fatima Ouassak, et qui propose une approche intersectionnelle. Enfin, cet ouvrage propose une approche intersectionnelle. Est-ce que, de même, vous pouvez nous expliquer l'ouvrage ? Bien sûr. Alors effectivement, La puissance des mères est un texte qui a été initialement publié par les éditions La Découverte. Et donc Fatima Ouassak est autrice, militante, politologue et cofondatrice du Front de Mères, qui est un syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires qui luttent pour la protection de leurs enfants à l'échelle locale. Et La puissance des mères, c'est vraiment un texte qui est à l'image de l'engagement de Fatima Ouassak, qui se situe vraiment à la croisée des luttes antiracistes, écologistes et féministes. Et en fait, dans ce texte, qui est un texte très personnel, combatif et plein d'espoir, elle va montrer combien les mères des quartiers populaires ne sont pas des objets politiques, mais des sujets politiques, avec une véritable capacité d'agir, et dont la mobilisation pour l'avenir de leurs enfants dans ces quartiers porte en elle une véritable stratégie révolutionnaire. Et donc c'est vraiment un livre manifeste qui donne des clés de compréhension et d'action très concrètes pour justement déconstruire un monde capitaliste, sexiste et raciste,
et pour vraiment réfléchir, poser les jalons d'un projet collectif et d'une société qui soit plus égalitaire. Et c'est un texte qui, je suis vraiment très très heureuse de pouvoir publier Fatima dans la collection parce que c'est un texte qui a vraiment marqué un tournant, un éveil aussi, une prise de conscience militante, en rappelant que les quartiers populaires, c'est la phrase du Mando, ne sont pas des aires politiques, bien au contraire. Et le travail de Fatima, elle poursuit cette réflexion encore aujourd'hui, puisqu'elle a publié un nouvel essai aux éditions La Découverte, pour une écologie pirate, qui s'inscrit vraiment dans la lignée de la puissance des mers. D'accord. Et dernier ouvrage dont on va parler au sein de cette collection, c'est donc Féminisme et pop culture. J'ai l'impression qu'on brasse quand même un large éventail de sujets. Donc Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi, apparaître alors en mars, mais j'ai pas le jour. Le 10 mars. Donc dans cette semaine. C'est ça. Et donc du coup, quel est cet ouvrage qui paraît cette semaine? Alors, Féminisme et pop culture, c'est un texte qui a été initialement publié par les éditions Stock. Et donc, Jennifer Padjemi est journaliste, spécialiste des questions de société, de culture. Elle a aussi créé le podcast Miroir Miroir sur Binge Audio. Et en fait, dans ce texte, ce qui est un texte ultra documenté, personnel, extrêmement référencé, vraiment brillant, elle va interroger les liens entre féminisme et culture populaire. Et ce qu'elle va nous dire surtout, c'est à quel point la culture populaire, la pop culture, est un miroir de notre société et en même temps un outil formidable de réflexion. Et donc, sa démonstration va s'appuyer vraiment sur des exemples très concrets. Elle va parler de célébrités qu'on connaît tous, Kim Kardashian, Beyoncé, Miley Cyrus. Mais elle va aussi évoquer des séries qui ont bercé notre adolescence, des slogans féministes dont les marques de luxe s'emparent pour les afficher sur des t-shirts et les vendre à des milliers d'euros. Et en fait, à travers ces exemples précis, elle va vraiment essayer de mettre en avant les enjeux de l'inclusivité, de la représentation portée par la pop culture, tout en mettant en exergue aussi la potentielle récupération de ces sujets par le capitalisme. Et ce travail aussi, elle le poursuit encore aujourd'hui, puisque le Push paraîtra au moment de sa nouveauté chez Stock, dont le titre est Selfie, et qui va vraiment interroger la façon dont le capitalisme façonne, modèle et contrôle nos corps. D'accord. Oui, donc là, il y a quand même largement de quoi dire. Et là, oui, avec les 5 ouvrages que vous avez présentés, on voit à quel point le champ des possibles est quasiment infini, en fait. Et on va le voir aussi avec Vincent Henry. De toute façon, on va le voir avec tous les 3, donc voilà. Donc vous êtes donc directeur éditorial et fondateur de La Boîte à Bulles, maison d'édition spécialisée en bande dessinée, mais bande dessinée autour de l'intime, du documentaire, et cette maison, vous l'avez fondée en 2003. Diffusée en France par Del Sol et distribuée par Hachette. Et au sein de cette maison, vous avez notamment publié un pamphlet féministe. On en a publié plusieurs. Donc je vais vous dire celui dont je parle, qui est Sorcières, mes sœurs, de Chantal Montelier. Pouvez-vous nous présenter ce pamphlet qui date, je crois, des années 80 ? Exactement. Donc, ma maison d'édition, quand je l'ai créée, je voulais que ce soit une bande dessinée, donc du réel, que ce soit de la biographie historique, de l'autobiographie, du témoignage, du documentaire, du livre militant. Et c'est à ce titre-là que nous accueillons des œuvres féministes. Et la première réellement significative que l'on ait publiée, donc c'est Sorcières, mes sœurs, de Chantal Montelier. Chantal Montelier est trop méconnue dans l'histoire de la bande dessinée, mais c'est une des 3 premières femmes à avoir fait de la bande dessinée dans les années 70. Et surtout, c'est la première à avoir posé un regard politique et un regard féministe sur la réalité. Et cet ouvrage, donc Sorcières, mes sœurs, reprend des histoires courtes
que paradoxalement, elle avait fait publier dans À suivre. Juste avant, un livre qui avait bien marché, qui était La fosse aux serpents sur Camille Claudel, qui est sans doute son ouvrage qui a eu le plus bel écho. Là, dans Sorcières mes sœurs, elle reprend le thème de la femme sorcière à travers toutes les époques, en incluant effectivement déjà Camille Claudel, par exemple. Et donc cet ouvrage est paru à une époque où la bande dessinée était encore complètement dans la fiction. Et elle a eu envie de se coup de poing sur la table pour dénoncer les maltraitances faites aux femmes, ces sorcières qui étaient en fait des femmes libres et qu'on massacrait au nom de leur liberté. Voilà. Et donc ce livre-là, nous on l'a publié une première édition, je crois, en 2008. Et on l'a épuisé progressivement, et donc on l'a ressorti il y a 2 ans, mais dans une version entièrement revue et corrigée par l'autrice, qui donc a eu à cœur de retravailler cet ouvrage plus de presque 35 ans après sa première parution par épisode dans À suivre. Donc cet ouvrage est très important, c'est une sorte de milestone, de borne un peu dans l'histoire de la bande dessinée. On est donc très, très heureux d'avoir dans notre catalogue. D'accord. Et elle avait beaucoup de choses à reprendre du coup pour cette nouvelle édition. En fait, c'est une esthète, et du coup, elle a repris toutes les couleurs et aussi le lettrage. En fait, le lettrage de l'époque était manuel et avec des variations de taille, des variations de style entre les histoires. Et donc, elle a voulu uniformiser tout ça pour avoir un livre qui soit encore plus séduisant. D'accord. Et quand vous avez présenté la boîte à bulles, vous avez bien dit, voilà, on fait de l'autobiographie, des biographies, et vous avez notamment une autobiographie de Fabienne Lauré, peut-être un nom que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas. Qui est Fabienne Lauré ? Alors Fabienne Lauré est une féministe révolutionnaire qui, au début des années 70, à la suite de mai 68, a décidé de s'établir comme ouvrière. Donc on appelait ça le phénomène des établis. Et elle donc s'est faite embaucher à l'usine de Renault Flin, dans l'atelier de couture, qui était le seul où il y avait des femmes. Tous les autres, c'était viril et c'était masculin. Mais l'atelier de couture, c'était féminin. Et elle a voulu instiller à cet atelier un esprit révolutionnaire à ses comparses. Et elle était militante CFDT et extrême gauche en même temps. Et elle a été de tous les combats dans l'usine donc de Renault Flin. Pour les gens de ma génération, le journal télévisé dans les années 80 s'ouvrait souvent sur la grève des caristes à l'usine de Renault Flin. Les ouvriers arrivaient à cette époque-là à bloquer la production dans des immenses usines. Et ça faisait l'ouverture du journal télévisé. Donc elle nous raconte son histoire personnelle à elle, une histoire de femme dans un monde d'hommes, c'est-à-dire que même dans les syndicats, les remarques n'étaient pas toujours extrêmement bien dosées. Et quand il fallait nettoyer les verres à la fin de la réunion, on proposait que ce soit elle qui le fasse en tant que femme. Enfin, elle raconte donc tout ça. Elle raconte également son voyage en Pologne. Pour voir la naissance du syndicat Solidarność, et elle raconte sa vie personnelle, d'engagement, donc aujourd'hui encore avec Attac, avec tout un tas de... elle est maintenant plutôt au Sud, donc chez Solidaire. Et donc toute cette vie de militantisme, elle l'a d'abord racontée sous forme de livre, et ensuite, avec l'aide d'un scénariste et l'aide d'une dessinatrice, donc Elena Vieillard et Philippe Guillaume, ils ont porter ça en bande dessinée avec des passages différents, des passages en plus par rapport à son livre. Voilà. D'accord. Et donc la bande dessinée s'appelle Une féministe révolutionnaire à l'atelier. L'envers de Renault Flin. Voilà. Exactement. Donc pour ceux qui ont vécu ça dans leur jeunesse, ça fait un rappel sur cette jeunesse et une sorte d'entrée dans dans les coulisses de ces grandes usines et du combat des femmes de l'époque. Et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, ça montre effectivement ce qui se passait dans les années 80 dans les usines. D'accord. Et
d'une femme à l'autre, quelque part, vous avez aussi publié la biographie d'Eddie Lamar, qui n'est pas du tout comme Fabienne Lauré. Ce n'est pas une féministe révolutionnaire qui travaillait à l'atelier, puisque c'était la plus belle femme du monde, disait-on à l'époque. Elle a eu un destin assez incroyable, cette femme. Elle est née en Autriche. Elle a commencé à devenir actrice. Son père, dans son enfance, l'a élevée sans s'occuper de son genre et lui faisait deviner plein de choses, faisait plein d'expériences avec elle. Et du coup, elle a gardé ce goût de la découverte, ce goût de la science, ce goût de l'invention. Elle a d'abord eu un premier mari, vendeur d'armes, qui est devenu nazi. Elle s'est enfuie. Elle est partie en Amérique. Et en Amérique, elle est devenue une immense star hollywoodienne. Elle a eu 5 ou 7 maris, je ne sais plus le nombre exact. Elle a vraiment vécu la vie de star. Mais en même temps, d'un côté, elle a voulu s'affranchir des grands studios, qui étaient entièrement dirigés par des hommes. Et deuxième point, elle continuait à inventer en permanence. Et pendant la guerre 39-45, elle a inventé ce qui viendra plus tard, s'appellera l'évasion de fréquence. C'est-à-dire, quand deux systèmes se parlent, ils se parlent selon des codes qui changent en permanence. Donc avec la complicité d'un ami pianiste, elle a mis au point ce brevet, elle est allée voir l'armée américaine qui lui a rigolé au nez. Et qui lui a dit « Montrez-vous plutôt en tant que plus belle femme du monde et vendez-nous des coupons pour financer la guerre ». Et sa découverte n'a été valorisée que dans les années 2000, quand on a cherché les ancêtres du Wi-Fi. Et on s'est dit, l'évasion de fréquence, en fait, qui sert dans le Wi-Fi, on le doit à Eddie Lamar dans les années 40. Et du coup, son rôle de découvreuse n'a été reconnu que 60 ans plus tard. D'accord. Alors que du coup, c'est une femme qui a, pas découvert le Wi-Fi parce que c'était trop tôt, mais qui est à la base de la technologie qui irrigue toutes nos vies maintenant. Exactement. Et aussi les missiles et aussi d'autres petites choses, pas que le Wi-Fi, pas que des choses paisibles. Puisque sa première invention, sa première destination était de rendre les missiles non interceptables. D'accord, ah oui, c'est encore autre chose. Mais c'est participer à l'effort de guerre de 39-45. Voilà. Donc ça illustre, après l'autobiographie, effectivement, nous faisons pas mal de biographies historiques de personnages hauts en couleur, intéressants. On va bientôt en avoir une sur Gerda Taro, qui est une photographe de renom à l'époque et qui est maintenant oubliée. Voilà. On a ce type de personnage dont on adore publier des biographies. D'accord. Et ce n'est pas tout ce que vous faites non plus, parce que vous avez publié Fresh, une bande dessinée sur le consentement. Donc là, on est loin de la biographie. Que raconte Fresh et comment comment l'autrice plutôt aborde le consentement dans cet ouvrage? Voilà, alors après 3 livres qui étaient plutôt sur l'ancien monde, nous arrivons dans le nouveau monde, on pourrait dire. Donc Fresh, c'est le premier livre d'une jeune autrice qui s'appelle Marguerite Bouttrol, qui a un talent fou, et qui, dans cet ouvrage qui est, on va dire, de l'autofiction, raconte l'histoire d'une jeune fille qui arrive en terminale dans un lycée privé, et qui a décidé qu'elle allait brûler la vie par les deux bouts, qu'elle allait devenir l'amie des beaux gosses, qu'elle allait être dans le groupe des gens qu'il faut, etc. Elle va tomber amoureuse d'un garçon plus âgé qu'elle, et elle va s'engager dans une relation avec lui, jusqu'à s'offrir à lui, et se rendre compte qu'en fait, elle s'était menti à elle-même, que globalement, son consentement avait été égratignée par la société, c'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des choses qui ne lui correspondaient pas par un jeu de pression sociale. Voilà. Et elle nous raconte ça avec douceur, c'est une histoire qui se lit très bien, ça n'a pas la forme d'un manifeste, c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille de 17 ans, et je pense que plein de jeunes filles s'y reconnaîtront, avec une peinture de portrait qui est vraiment magnifique. Ouais. D'accord, oui, donc c'est passé par la fiction pour se rendre compte des failles quelque part de la société aussi. C'est ça, et en partant de son expérience personnelle, elle ne dit pas ce qui est réellement son histoire et ce qui est fictionnel, c'est le jeu, et tant mieux. Voilà. Mais elle part de son vécu à elle, de ses sentiments à elle, pour expliquer effectivement comment la société impose aux gens des comportements qui ne leur correspondent pas forcément et peuvent les détruire. Donc à la fin de cet ouvrage, elle traverse une crise.
D'accord. Comment faire un teasing? Du coup, vous ne m'aidez pas pour la transition parce qu'après, on doit parler de l'homme pénétré. Donc là, si, j'ai dit que celui n'était pas un pamphlet. Là, on est typiquement dans le pamphlet. On peut faire la transition comme ça, du coup. Et ça pourra faire la transition vers d'autres livres ensuite. Donc, L'homme pénétré, c'est un ouvrage de 2 jeunes auteurs qui sortent d'une école de bande dessinée de Marseille. Et avec L'homme pénétré, donc le scénariste Martin Pi a voulu déconstruire effectivement l'image de l'homme dominant dans la sexualité. Et en partant d'un constat, c'est qu'en fait, autour de lui, il a fait un sondage quand même assez large, plus de 1000 personnes interrogées, et 50% des hommes acceptent de dire dans la confidentialité qu'ils ont utilisé la pénétration anale, soit par une femme, soit par eux-mêmes, une autopénétration, alors qu'ils sont hétéros. Mais uniquement 5% seraient prêts à en parler en public, de façon non anonyme. Alors, il part de ce constat-là en disant pourquoi la sodomie masculine est-elle tabou? Pourquoi est-elle totalement connectée dans l'imaginaire à l'homosexualité, alors qu'en fait il y a des homosexuels qui ne pratiquent pas la pénétration et qu'il y a donc énormément d'hétéros qui la pratiquent. Partant de ce point de vue-là, il explore toutes les raisons, il explore l'équilibre des couples, il prend 4 personnages un peu types qui racontent leur parcours, et justement pour qu'on comprenne pourquoi les gens ont de telles positions, pourquoi certains acceptent de le dire, pourquoi d'autres, ça les révulse, même de... Alors, on le voit très bien à la parution du livre, hein. On a plein de gens qui sont intéressés par le livre, mais on a aussi sur les réseaux sociaux des réactions hyper virulentes en disant qu'on est en train de détruire la famille, en disant que dans le couple on peut avoir d'autres relations que l'homme qui domine et pénètre la femme, qu'on peut aussi avoir des jeux inverses, etc. Et que l'homme a du plaisir dans cet échange-là. Voilà. Mais on voit les réactions hyper virulentes sur les réseaux sociaux, parce qu'on a eu un buzz avec cet ouvrage, et c'est hyper révélateur la façon dont les gens réagissent. Oui, mais de toute façon, on le verra, je pense que dans vos catalogues respectifs, il doit y avoir des ouvrages qui font parfois le buzz sur les réseaux sociaux, pas forcément pour les bonnes raisons, qui se font peut-être attaquer, donc on y reviendra. Globalement, c'était un buzz positif. Bon, buzz positif, alors tant mieux. Mais il y avait des réactions hyper violentes. D'accord, ok. Bon. Merci Vincent. Et du coup, je vais passer à vous, Jeanne. Donc, vous êtes responsable éditoriale du label Nouveau Jour chez Lattès. Il a été lancé en janvier, il est tout nouveau. Pouvez-vous nous raconter la genèse de la création de ce label ? Oui, donc l'histoire de ce label Nouveau Jour remonte à un petit peu plus longtemps que ces derniers mois. Oui, c'est vraiment concrétisé. Il remonte en fait à l'année 2021, qui a été une année où on a publié 2 essais qui ont particulièrement marqué. Le premier, c'était en septembre 2021, c'était un essai d'Adrien Azelli, une enquête d'Adrien Azelli, journaliste, qui s'appelait « Tes parents, ils font quoi ?», une enquête sur les parents de transfuges de classe. Et le deuxième, c'est l'ouvrage de Rose Lamy, qui est donc la créatrice du compte Instagram Préparez-vous pour la bagarre, et qui a publié l'essai Défaire le discours sexiste dans les médias en novembre 2021. Et ce qui nous a vraiment frappé avec la parution de ces 2 ouvrages qui, a priori, abordaient des questions assez éloignées, puisque avec Adrien Azelli, on était plus sur la question des classes sociales, de la mobilité sociale, des inégalités dans la société, face à l'éducation. Et puis, avec Rose Lamy, on était sur elle auscultait le discours médiatique et la manière dont le sexisme se loge de manière parfois insidieuse dans les discours produits sur les violences sexistes et sexuelles. 2 ouvrages, donc apparemment sur des territoires assez différents, mais qui en fait ont rencontré tous les deux un très large écho. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de lecteurs et de lectrices en commun de ces 2 ouvrages. Donc on est vraiment en plein dans les questions
d'intersectionnalité, puisque la question des classes sociales rejoint la question des violences sexistes et sexuelles, la question du traitement médiatique du genre. Donc voilà, avec ces deux ouvrages, on a vraiment pris conscience qu'il y avait un fort appétit des lecteurs et des lectrices pour des livres référencés, pour des livres qui aident à penser la société d'aujourd'hui dans toute sa complexité et sa diversité. Et c'est pour réunir ces ouvrages, puisque à la suite de la parution de ces deux livres, d'autres sont venus nourrir cette ligne. Et en fait, c'est assez naturellement qu'on a eu envie de les réunir dans un label qui, donc, comme vous le disiez, a commencé en janvier 2023 et qui réunit donc des livres qui interrogent la classe, le genre, mais aussi les questions raciales, les questions des marges, avec l'ambition d'aborder des sujets d'actualité de manière renouvelée, mais aussi d'aider à penser les fondations du monde de demain. Et puis, puisque Nouveau Jour est au pluriel, c'est vraiment l'idée de faire de la place à la pluralité des points de vue et de faire émerger et entendre des voix qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser dans le paysage éditorial. D'accord. Et du coup, donc on ne peut pas vraiment dire que le label a été véritablement inauguré par un ouvrage, vu qu'on voit qu'il fait suite à plusieurs. Mais quand vous avez donc labellisé Nouveau Jour en janvier, vous l'avez fait avec Le talent est une fiction de Sama Karaki. Sama Karaki. Le talent est une fiction, absolument. C'est un ouvrage qui nous paraissait vraiment idéal pour lancer ce label, parce qu'il regroupe, on le verra, plein de questionnements qui seront développés ensuite par les différents ouvrages du label. Sama Karaki, elle est docteure en neurosciences. Elle a grandi à Beyrouth, elle a fait des études de biologie, de génétique, et puis elle a poursuivi son parcours en France où elle est devenue docteure en neurosciences. Et elle a fondé une ONG qui s'appelle The Brain Institute et qui vise à démocratiser les acquis des sciences sociales pour viser à plus de justice sociale et de justice écologique. Et elle s'est intéressée dans ce livre au talent est une fiction pour déconstruire les mythes de la réussite et du mérite. Il ne s'agit pas de dire que le talent en tant que tel n'existe pas, c'est-à-dire que évidemment il existe des réalisations exceptionnelles et on est tous et toutes conscients qu'on n'est pas, qu'on produit pas les mêmes réalisations. Certains sont hyper doués en piano, d'autres chantent faux. En revanche, ce qu'elle déconstruit, c'est l'idée qu'il y a un lien causal entre des traits génétiques et l'expression d'une prédisposition et d'un talent. Et en fait, pardon, je me suis perdue. Donc oui, c'est l'idée que le talent, en fait, nous fascine pour sa dimension individuelle, qu'on va vraiment s'intéresser aux individus qui font des réalisations exceptionnelles, et qu'en fait, au lieu de s'intéresser à ces réalisations individuelles, on aurait tout intérêt à interroger les processus collectifs qui nous permettent d'améliorer les réalisations de tous. Et elle s'intéresse à vraiment l'obsession qu'on a avec les parcours individuels, notamment avec les transfuges de classe. On va s'intéresser à tous ceux qui réussissent à échapper au système au lieu d'aller interroger le système. Et tout ça, elle le fait en s'appuyant sur énormément d'études scientifiques qu'elle va rendre accessibles, mais aussi à travers des exemples de la pop culture, à travers l'image de Mozart et des sœurs Polgar qui sont des championnes d'échecs, mais aussi à travers des exemples, des champions de tennis, etc. Donc un ouvrage vraiment avec une dimension très politique, mais qui s'appuie sur énormément de sources, mais avec une vision, avec vraiment l'ambition de parler à chacun.
Et en fait, la raison pour laquelle on a eu envie d'inaugurer le label avec ce titre, c'est parce que, évidemment, la question de la manière dont on apprécie le talent vient mettre en jeu des biais raciaux, des biais de genre, la question des classes. Et finalement, Sama Karaki, à travers cet ouvrage, s'intéresse à tous les sujets qui sont traités, qu'on a l'ambition de traiter avec Nouveau Jour. D'accord. Donc une bonne synthèse, comme tout à l'heure avec sororité. Absolument. Une bonne synthèse de l'ambition du label, comme tout à l'heure de la collection. D'accord. Et après la déconstruction du mythe du talent, vous vous attaquez à une épineuse question, directement en titre. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? Et cet ouvrage paraît ce mois-ci. Il paraît dans une semaine, le 15 mars. Il est écrit par Léana Lestra, qui est une jeune autrice extrêmement brillante, qui a créé le podcast et le média Mécréante, dans lequel elle interroge les biais de genre, les stéréotypes sexistes. Et donc, en fait, elle a aussi participé à l'ouvrage collectif Nos Amours Radicales, paru en août 2021 aux éditions Les Insolentes. Et ce qui l'a intriguée lors de la promotion qu'elle a faite de cet ouvrage en librairie, c'était les nombreuses femmes qui venaient la voir en lui disant « mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à intéresser les hommes de ma vie, que ce soit mon compagnon ou mes amis, à la question de l'amour romantique, à la question des inégalités de genre, alors qu'en fait on est tous et toutes concernés ». Et en fait, ça l'a vraiment interrogée. Elle a commencé à prendre des notes parce que parallèlement à ça, elle est entrée en master d'études de genre, qu'elle a découvert énormément de textes anglo-saxons, notamment puisqu'ils sont très précurseurs sur ces questions. Ce livre est d'ailleurs nourri d'un grand nombre d'études et d'ouvrages qui n'ont pas encore été traduits en France et dont elle se fait l'écho. Ce qui l'a conduit à vouloir interroger un paradoxe. Le paradoxe se situe pas au niveau d'ailleurs de la sexualité. Il ne s'agit pas finalement de pénétration ou de pratique sexuelle, même si ce sont des questions qu'elle aborde à la marge. Le paradoxe, c'est plutôt la socialisation des hommes et des femmes. Donc de la même manière que les femmes subissent l'injonction à être de vraies femmes, elle remarque que les hommes aussi subissent l'injonction à être de vrais hommes, et pour être considéré comme un vrai homme, il faut notamment s'entourer d'hommes, puisque un homme qui traîne qu'avec des femmes, on va considérer qu'il n'est pas vraiment un homme, qu'il n'est sans doute pas un homme hétérosexuel. Donc les jeunes garçons sont invités à admirer, à rechercher la compagnie des hommes. La manière pour eux de se différencier de se différencier des femmes, ça va être aussi en les rabaissant, puisque quand on est petit, être une fillette, c'est une insulte. Donc ils sont conduits à s'apprécier entre hommes. Et à l'adolescence, quand ils deviennent de jeunes adultes, pour être de véritables hommes, il faut aussi s'engager dans des relations avec des femmes. Alors qu'en fait, on a passé toute son enfance à dénigrer les femmes, et elle explore cette tension cette tension entre le fait pour les hommes de rechercher la compagnie des hommes, de rechercher à être admirés des hommes et d'admirer eux-mêmes des hommes, et en fait celle du tabou de l'homosexualité, alors que cette compagnie des hommes peut aussi générer tout ce qu'on va appeler sous le terme d'homo-érotisme. Donc elle explore cette contradiction à travers énormément d'exemples, là aussi très variés. À la fois l'histoire de la Bible, elle nous parle de Saint-Augustin, mais aussi de la figure de Dracula. Il y a une analyse extrêmement intéressante sur Victor Hugo, la création des Misérables, mais aussi à travers des exemples
vraiment issus de la pop culture, les youtubeurs Squeezie et Cyprien. Donc voilà, c'est vraiment un sujet qu'elle aborde de manière très variée, très vaste, très puissante. Du coup, c'est une analyse qui, je pense, laissera personne indifférent et qui donne des clés pour comprendre les violences de genre et les inégalités. Oui, oui, oui. Et au sein de ce label, vous visez vous aussi l'intersectionnalité. On l'a déjà vu de toute façon avec certains des ouvrages que vous avez présentés, et vous prévoyez pour le mois de mai Décolonisons-nous de Franck Lao, qui sur les réseaux sociaux sensibilise à la lutte antiraciste. Alors, oui, donc... un petit résumé. Oui, un petit résumé. Donc, Franck Lao, c'est le créateur du compte Instagram Décolonisons-nous, qui donne son nom à l'ouvrage. C'est un compte qu'il a lancé en novembre 2021 et qui est vraiment... le compte jumeau de Préparez-vous pour la bagarre, puisqu'ils ont été lancés en même temps et qu'ils ont vraiment la même manière très analytique d'aborder ces questions, et une communauté assez, en nombre de personnes qui regroupent sur leur page assez similaire, et qu'ils ont été aussi propulsés par des personnalités publiques telles que Angèle, la chanteuse Angèle. Pendant longtemps, Franck est resté anonyme derrière ce compte. Lui, c'est un homme issu de l'immigration asiatique. Et il ne l'a pas dit. D'ailleurs, au départ, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme, ce qui lui a permis de récolter énormément de témoignages. Et ce qui l'intéresse, c'est la manière dont l'imaginaire colonial continue à imprégner la société, et la manière dont ça s'exprime de manière très concrète. Ça s'incarne dans le quotidien. Donc, en fait, sur tout un tas de thématiques, il a regroupé des témoignages sur la question du voyage quand on est une personne racisée, du rapport à la santé, du rapport à la sexualité. Et tout ça lui a permis, à travers donc ces témoignages, mais aussi énormément de lectures qu'il restitue sur son compte Instagram, de devenir vraiment un spécialiste de ces questions. Et avec son livre Décolonisons-nous, il s'agit finalement... comme le disait Gabriella Larin pour les couilles sur la table, c'est vraiment un prolongement de son compte Instagram, et c'est absolument pas une transcription de son compte Instagram, puisque de la même manière que Rose Lamy, voilà, quand on va chercher des créateurs ou créatrices de contenu, l'idée c'est de leur offrir un nouveau médium et de leur permettre de développer leur pensée en dehors de la course au like et de s'inscrire dans un temps plus long, une réflexion dans un temps plus long. Et donc dans Décolonisons-nous, il prend tout un tas de sujets, donc que ce soit parmi les sujets que j'ai déjà évoqués, le rapport à la santé, etc. Mais il y a aussi l'éducation, les comptines qu'on va apprendre enfants, les figures populaires, les films. À travers chacune de ces catégories, il va à la fois restituer une part de son histoire personnelle, avec l'idée vraiment que l'intime est politique, et dans ce qu'il a vécu, que se loge tout un tas de preuves de la manière dont l'imaginaire colonial continue à s'incarner. Il ouvre ensuite aux expériences de personnes racisées, pas uniquement donc des personnes asiatiques, et en s'appuyant sur des lectures d'ouvrages. Donc ça donne un livre extrêmement poignant, parce que ce qui nous a aussi vraiment marqué à la découverte de son compte Instagram, et qui se confirme totalement avec ce livre, c'est qu'il a une grande puissance narrative, une puissance émotionnelle, une écriture extrêmement forte et marquante, pour aborder des sujets qui sont parfois très difficiles, puisque lui, par exemple, son père a été victime de sang contaminé dans les années 80, et qu'il a passé les 10 premières années de sa vie à voir son père mourir à petit feu. Et donc il interroge tout particulièrement le rapport qu'on a, le rapport de la santé,
qu'ont les personnes, les rapports à la santé qu'ont les personnes racisées, et notamment tout ce qui, toutes ces inégalités, notamment le syndrome méditerranéen, qui est en fait l'idée préconçue que les personnes méditerranéennes, donc, mais souvent les femmes maghrébines, mais plus largement les femmes racisées, auraient une façon exagérée d'exprimer leur douleur. Ce qui en fait est un biais qui retarde énormément les diagnostics pour parfois des choses très tragiques. Donc il y a ces questions. Il y a aussi la question de la sursexualisation, sous-sexualisation des hommes asiatiques. Il est très bien placé pour en parler, mais sursexualisation des femmes noires, des femmes maghrébines. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la fétichisation raciale, donc vraiment l'idée de réduire une personne à sa couleur de peau et à rechercher des rapports sexuels avec elle, notamment donc, qui touchent en particulier les femmes asiatiques. Et il y a un épisode de sa vie qu'il relate dans le livre qui m'a particulièrement marqué. Sa mère était coiffeuse dans un salon de coiffure dans le 13e arrondissement, tenu uniquement par des personnes asiatiques et qui recevait un public globalement asiatique. Et puis, c'était les vacances, elle n'avait pas de moyens de garde, donc il avait 8-9 ans et elle l'avait emmené avec elle dans son salon. Et puis là, il y a un homme pas du tout habitué qui s'attarde devant le salon, un homme blanc d'une 50aine d'années, puis qui finit par rentrer, qui se fait couper les cheveux et puis qui laisse un pourboire complètement déraisonnable par rapport au prix de la coupe, et en fait qui regarde avec insistance la porte de service et puis qui suggère de manière très claire à la mère de Franck si il pourrait bénéficier de rapports sexuels. Il l'avait prise pour une prostituée et c'est toute la détresse, la colère que ça peut susciter chez cet enfant de 8-9 ans qui se rend compte que sa mère est sexualisée en raison de son origine et de stéréotypes raciaux. Donc encore un livre, comme vous le disiez, au cœur des questions intersectionnelles. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit un petit peu avec tous vos ouvrages. En fait, on voit bien que le féminisme est une porte d'entrée vers une multitude de sujets. Il y a 2 ans, j'avais fait une enquête sur l'impact de MeToo sur la production éditoriale, donc en non-fiction, et il y avait des éditrices qui me disaient notamment, il y a encore un large champ de thématiques à creuser. L'écoféminisme, on n'en a pas parlé là, mais l'écoféminisme, il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet. L'intersectionnalité, ça commence à prendre. Est-ce qu'il y a encore, selon vous, malgré le large choix de sujets qu'on a, est-ce qu'il y a encore, selon vous, des sujets qu'on n'a pas du tout explorés en mars 2023 et qui mériteraient de l'être, évidemment? La première personne qui parle a le droit de commencer. Eh bien oui, j'espère, je pense. Effectivement, je pense qu'il y a des sujets qu'on n'a pas du tout encore abordés. Lesquels, par exemple? Est-ce que vous avez des idées en particulier? Lesquels, par exemple? Je pense qu'il y a effectivement des textes, toute la question aussi Effectivement, vous le disiez, le féminisme est une manière, un rapport au monde. C'est un projet politique dont le but est le renversement du patriarcat. Et à travers ce prisme-là, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de réflexions autour des masculinités qui doivent encore être abordées, notamment par rapport aux discriminations et à la stigmatisation des personnes sexisées. Et je pense qu'il y a cet espace-là qui doit être aussi travaillé, approfondi. Ça commence un petit peu. Ça commence un petit peu. D'accord. Juste, je me permets, je vous laisse rebondir après, mais on me dit qu'on a un petit problème technique, qu'on n'a pas d'image, mais seulement du son en live. Mais nous restons enregistrés et en replay.
on nous verra. Ok, très bien. Voilà. Tant qu'on voit nos livres. Voilà, c'est le principal. Du coup, je vous laisse peut-être rebondir après cette petite interruption. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qui ont été déjà abordés, mais que finalement, c'est pas forcément dans les sujets que se loge l'originalité des ouvrages qu'on peut travailler et faire sortir. C'est aussi la manière de les aborder, la forme, les personnes qu'on choisit aussi de mettre en avant. Je pense qu'il y a quand même une infinité de points de vue et beaucoup qu'on a envie de faire paraître. Donc par exemple, cette question de... pour reparler de décolonisons-nous, c'est un sujet qui a été longuement abordé, mais plutôt d'un point de vue, la décolonisation, plutôt dans l'histoire, la dimension vraiment politique, géopolitique, et la particularité de cet ouvrage, c'est vraiment de présenter ça dans le quotidien et par une personne racisée et issue de l'immigration asiatique. Et c'est une parole qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc je pense qu'en fait, il y a plein de sujets qu'on a déjà abordés d'une certaine manière, mais qu'on peut réaborder quasiment à l'infini avec de nouveaux interlocuteurs, des personnes qui tout d'un coup donnent un éclairage complètement différent à des questions qui sont anciennes et qui peuvent tout d'un coup nous éblouir, nous apporter des révélations, même si c'est des sujets qu'on a l'impression d'avoir déjà lus 1000 fois. Je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que en plus pour nous qui avons besoin du média bande dessinée pour que les gens s'expriment, nous on attend qu'il y ait des voix qui ont envie de s'exprimer par ce médium. Donc c'était le cas de L'Homme pénétré, où c'est un jeune sorti d'école qu'on repère et qu'on emmène jusqu'au livre. Et donc nous, ce qui nous intéresse effectivement, c'est toutes les façons dont les gens peuvent aborder ces sujets. On a un goût pour l'intime très fort, donc effectivement tous les ouvrages où les gens ont un fond de témoignage nous intéressent énormément. Donc je pense qu'il y a plein de choses encore à faire, mais effectivement plus dans l'originalité de la forme, dans l'originalité de creuser certains aspects, qu'un sujet entier, un pan entier qui serait négligé. D'accord. Donc en fait, oui, la manière de traiter les sujets, et on voit bien que depuis quelques années, j'ai envie de le dater à MeToo, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais on voit bien que depuis quelques années, il y a un certain nombre de sujets qu'on traite de manière beaucoup plus frontale. Enfin, je ne sais pas si avant MeToo, vous auriez pu publier L'Homme pénétré, si les hommes hétéros le sont-ils vraiment, auraient pu être publiés, ou même Les couilles sur la table. Enfin, ce sont des titres. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu les publier avant MeToo ? Oui. Avec ces titres-là ? Avec ce titre-là, oui, totalement. Alors, est-ce que l'auteur aurait eu envie avant ? Je ne sais pas. Nous, ça correspond. Enfin, il y a un côté un peu provocateur dans notre ligne éditoriale qui fait que ça n'aurait pas posé de problème en tant que tel. Par contre, je pense qu'effectivement, cet auteur de 20 ans est complètement baigné là-dedans et a eu envie de s'exprimer sur ce sujet suite à tout ce qui s'est passé, suite à des conversations, suite à des lectures, suite à... Voilà, donc effectivement, c'est un... C'est un tout. C'est un tout, c'est-à-dire que la culture dans laquelle on est actuellement permet à ce type d'œuvre d'émerger, ça totalement, oui. Et de manière aussi... frontale n'est pas le mot, mais... Oui, mais c'est ce que disait Gabriella tout à l'heure en introduisant sa collection. Il y a vraiment un bouillonnement intellectuel des féminismes qui, comme tu le disais, a conduit la plupart des personnes à avoir des conversations qu'ils n'avaient jamais eues, à se poser des questions qui ne s'étaient pas posées avant. Donc, sans doute qu'on n'aurait pas pu publier ces livres avant MeToo parce qu'ils n'auraient pas existé en tant que tels. Parce qu'évidemment, là, on est maintenant plus de 5 ans après MeToo. Quand, par exemple, le livre de Léana Lestra, elle a 24 ans. Donc, en fait, elle était tout juste majeure au moment de MeToo. Donc, ça a évidemment complètement modifié sa vision du monde. Et elle a, alors qu'on n'est pas extrêmement éloigné en termes d'âge, elle a déjà une approche que je trouve extrêmement rafraîchissante et intéressante. Je trouve qu'elle renouvelle complètement la question
enfin voilà, la manière d'aborder les féminismes. Et ça, je trouve ça assez passionnant et je pense que c'est vraiment une des très belles conséquences parmi plein d'autres de MeToo. Oui, je suis complètement d'accord. MeToo a marqué vraiment un tournant. Et je pense qu'au-delà effectivement de cette libération de la parole, il y a une véritable libération de l'écoute. Et que ces textes ont pu émerger face à ce contexte très favorable. Mais bon, après, je pense qu'il y a eu effectivement cette déferlante, mais avant ça, il y a eu tout un travail aussi qui a été mené pendant très longtemps par des éditeurs notamment indépendants, engagés, qui ont aussi posé des jalons, préparé un terrain favorable et dont on s'inscrit aussi dans la lignée. Mais oui, effectivement, je pense que l'écho n'aurait peut-être pas été le même à l'époque. Ouais. Ouais. Et je vais rebondir sur ce que vous disiez, Jeanne, tout à l'heure. Vous disiez que les anglo-saxons étaient précurseurs. De toute façon, il suffit de voir un petit peu le rayon genre féminisme dans les pays anglo-saxons. On voit qu'ils sont bien au-delà, bien plus loin, bien plus avancés que nous. Là, sauf erreur de ma part, vous avez présenté des auteurs et des autrices français et françaises. Est-ce que vous pourriez ouvrir alors, vos collections, labels et maisons d'édition justement à la traduction de textes anglo-saxons et participer à ce mouvement de redécouverte d'œuvres, je pense notamment à Bell Hooks, qui a été réédité chez Cambourakis et chez Divergence. Est-ce que vous pourriez inscrire comme ça des textes qu'on n'a malheureusement pas encore sur le marché français, ou est-ce que vous voulez vraiment vous limiter aux penseurs et penseuses françaises? Je pense que... Alors, chez Nouveau Jour, l'idée, c'est vraiment de circonscrire à des penseurs et penseuses français et francophones. Après, je trouve ça extrêmement important que ces textes anglo-saxons soient republiés ou parfois publiés pour la première fois en France. Les éditions Divergence le font très bien. Je pense que c'est aussi peut-être des champs d'exploration des collections poche. Alors, bon, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais je pense que c'est absolument essentiel. L'idée avec les textes de Nouveau Jour, c'est de proposer à des personnalités francophones de s'emparer de ces sujets en ayant des textes qui sont vraiment nourris de ces livres, ce qui permet d'une manière détournée de les faire redécouvrir, parce que on voit aussi qu'il y a énormément d'appétit des lecteurs et des lectrices pour des bibliographies. Ils trouvent ça hyper important en fin d'ouvrage que tous les textes qui ont été lus et travaillés par les auteurs et autrices soient mentionnés, et on voit qu'il y a énormément de lecteurs et lectrices qui ensuite vont piocher dans ces bibliographies pour découvrir d'autres ouvrages. Mais l'idée, c'est d'avoir aussi, en tout cas pour nous, chez Nouveau Jour, d'avoir des personnalités francophones qui puissent aussi aller défendre leur sujet médiatiquement, parce qu'on pense aussi que c'est comme ça que les lecteurs et lectrices arrivent en librairie, notamment comme ça qu'ils arrivent en librairie pour acheter ces livres. Vas-y, si tu veux. Non, je n'ai pas parlé des poches, je pensais que tu allais rebondir. On parlait aussi de l'impact médiatique, Ouais. et tout à l'heure, avant le début du webinaire, on parlait de l'impact médiatique qu'a eu L'Homme pénétré. Donc en fait, vous pouvez tous les deux interagir. Ouais. Non, alors, effectivement, le fait que l'auteur puisse intervenir sur pour L'Homme pénétré, on a eu une interview dans Combini, dans le quotidien, etc. Donc effectivement, le fait qu'il soit présent en France est d'un grand apport. Nous, on fait essentiellement de la création. Donc, chaque année, on sort à peu près 20-21 livres, et il y en a 2-3 qui sont des traductions. Donc, on fait extrêmement peu de traductions. Si on trouvait un livre qui nous paraîtrait saillant sur ce domaine-là, on le publierait. Mais pareil, on a des collègues, genre ça et là, Cambourakis en bande dessinée, qui sont à l'affût de ce type de livre à l'étranger. Donc il y a des chances qu'ils le trouvent avant nous, puisque nous, notre métier, c'est quand même essentiellement la création. Donc on passe moins d'énergie à scruter ce qui se passe à l'étranger. Mais on aurait plaisir à sortir ce type de livre si on tombait dessus. Mais voilà.
D'accord. Et juste une petite précision, chez Nouveau Jour, c'est 6 à 8 titres par an, essentiellement de la création, donc ça laisse pas forcément de place et de temps à la découverte de tous les trésors du domaine étranger. En effet. Puis la traduction pour le poche, alors c'est une économie qui est aussi différente de celle du grand format. Et donc effectivement, moi, j'adorerais pouvoir introduire ce genre de textes, des textes traduits dans le cadre de la collection. Mais pour le moment, ce sont principalement des reprises qu'on envisage de textes déjà traduits en grand format. Mais bon, j'y crois, peut-être qu'un jour on pourra le faire. Oui, et puis après, si on peut quand même avoir accès à ces textes de manière un petit peu détournée par les bibliographies à la fin, ils existent au moins. D'accord. Et est-ce que vous-même, à l'inverse, soit parmi les titres que vous avez présentés, soit parmi les autres de vos catalogues, est-ce qu'il y a des titres en particulier qui ont particulièrement intéressé les éditeurs et éditrices à l'étranger? Est-ce que vous avez cédé les droits de... Le texte d'Adrien Nazelli, Été par ils font quoi, dont j'ai parlé au début, a été acheté en Chine, ce que j'ai trouvé étonnant, et c'est vraiment l'éditeur chinois qui a entendu parler du texte et qui a souhaité le traduire, mais ensuite la non-fiction, les anglo-saxons sont tellement forts en non-fiction, et puis en fait avec les mêmes contraintes que nous, l'envie d'avoir des auteurs et des autrices présentes pour assurer la promotion, qui me semble que c'est pas forcément le terrain de développement le plus propice. D'accord. Nous, on a vendu Sorcière mes sœurs au Brésil. D'accord. Ouais. Un éditeur qui a flashé dessus. Et on a vendu La plus belle femme du monde dans plusieurs pays, dont la Corée. D'accord. Et aux États-Unis, publié. L'homme pénétré, je ne sais pas pour l'instant. C'est encore trop frais. En même temps, il est paru quand, rappelez-vous ? Il est paru en janvier. Oui, c'est encore un petit peu trop tôt. Voilà, donc les premiers rendez-vous étaient pris en Angoulême. Mais prévenez-nous si certains pays. Je pense qu'on a des s'intéressent. chances de le vendre à l'étranger, celui-là. Oui, en même temps, c'est les sujets autour des masculinités, comme on le disait tout à l'heure, c'est un nouveau champ. C'est un peu un nouveau champ qui intéresse beaucoup. Donc, d'accord. Et dernière question pour ma part, on voit en fait toutes les thématiques possibles, on voit tous les sujets, on voit toutes les approches, on voit tous les nouveaux auteurs, tous les nouveaux auteurs et toutes les nouvelles autrices. Depuis MeToo, il y a une flambée de titres féministes. Est-ce qu'à un moment donné, on ne risque pas malheureusement une saturation du marché ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Nouveau Jour, on souhaite en faire 6 à 8 par an, pas plus, parce que l'idée, c'est vraiment de choisir des sujets qui nous paraissent originaux, qui n'ont pas encore été trop abordés et de les travailler pendant longtemps, en fait, de laisser le temps qu'ils s'installent au niveau médiatique, qui s'installe en librairie. Et là, pour l'instant, avec le Samakaraki, on a reçu un très bel accueil à la fois médiatique, à la fois des libraires qui continuent à le lire, à le conseiller. C'est des ouvrages aussi assez exigeants, qui ne sont pas forcément prêts très en amont, parce que c'est de la non-fiction, c'est de la création, donc parfois, on est en retard. Il faut aussi réagir vite par rapport à une thématique. Donc on est dans un temps assez contraint. Et donc je pense qu'une des clés pour... à mon sens, pour faire découvrir nos livres malgré une forme de surexploitation de ces sujets, c'est d'en faire moins et d'en faire mieux et de laisser vraiment le temps qu'ils soient découverts par toutes et tous. Et en même temps, alors effectivement, je suis d'accord, avoir une production qui soit réduite, limitée, choisie. Mais en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez génial quand on arrive dans une librairie et qu'on voit ces rayons féministes débordés de livres. Et je trouve que cette occupation de l'espace est aussi extrêmement plus que bienvenue et importante. Et qu'il faut aussi contribuer à ces rayons qui se multiplient dans les espaces, dans les librairies, à l'image de ces thématiques qui sont abordées dans l'espace public de plus en plus. Ouais, c'est quand même formidable que maintenant il y a des rayons féministes dans les librairies. Y compris dans les librairies BD maintenant, on en vous trouve.
Nous, en bande dessinée, je pense que du point de vue pamphlet, livre de fond, il y a encore beaucoup de place, c'est-à-dire que c'est quand même pas énorme. Par contre, c'est sur les biographies de femmes célèbres où ça devient un peu tarte à la crème, mais on en sort encore. Hein. On a Anne Bonny qui va sortir sur la femme pirate, etc. Mais par contre, on commence à regarder de plus en plus près et être de plus en plus exigeant parce que, effectivement, c'est un peu la porte ouverte. Il y a une femme quelque part, on fait un livre avec. Donc non, on veut que ce soit un livre qui ait du sens, qui ait de la qualité. Voilà. Quand on a publié Anne Bonny, pour l'anecdote, la même semaine, j'ai reçu 2 fois le projet. Deux groupes d'auteurs différents qui m'ont proposé le même projet la même semaine. Donc on voit qu'il y a vraiment une recherche de ce type de profil qui peut être très intéressant. Il faut juste faire attention à effectivement ne pas en faire trop et que chaque ouvrage ait un intérêt, une portée, une qualité éditoriale. Oui, ils sont un petit peu différents. D'accord, ok. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, d'être venus jusqu'ici pour participer à ce webinaire spécial féminisme. Et merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur les réseaux sociaux de Livre Hebdo. Bonne journée, à bientôt.